Bonjour à tous, mes chers auditeurs, et bienvenue sur La Raconterie. Je suis Lucas Baran, votre narreur, et aujourd'hui nous attaquons l'avant-dernière partie de la nouvelle Une chanson pour Laia de George R.R. Martin. What happened during the last time? Eh bien, je suis ici pour vous le rappeler. Après avoir dîné avec Dino Valcarenghi, Rob retourne dans sa chambre où il y retrouve Laia, qui avait eu besoin d'un petit peu de solitude. Alors qu'il essaie de savoir comment elle va, la télépathe lui explique tous les sujets de ses tracas. En sondant les adhérents, elle a ressenti un amour profond, tellement puissant qu'il faisait passer ce que Rob ressent pour elle comme un simple amour superficiel. Selon elle, Rob ne l'aime pas vraiment, son amour est factice, à côté de ce que les adhérents humains ressentaient pour elle. Leur lien n'existe pas, ne vaut rien. Elle pense même que les deux télépathes ne se connaissent pas vraiment. Laia est désespérée, Rob aussi. Et dans un ultime espoir d'y croire, ils font l'amour. Dans la nuit, Rob s'absente dans le bureau de Valcarenghi pour réfléchir un peu en regardant Schkeaville. Lorsqu'il retourne dans la chambre, Laia ne s'y trouve plus. La suite, eh bien, elle se passa ainsi. Nous avons retrouvé l'aéromobile au milieu de Schkeaville, disait Valcarenghi. Il était calme, précis, rassurant. Le ton de sa voix me laissait entendre, sans qu'il y ait besoin de l'exprimer, que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. J'ai envoyé des hommes à sa recherche, mais Schkeaville est extrêmement étendue. As-tu la moindre idée de l'endroit où elle aurait pu aller? Non, pas vraiment. Elle est peut-être allée voir d'autres adhérents. Elle semblait presque obsédée par ces gens. Je ne sais pas. Bon. Nous avons une police efficace. Nous finirons bien par la retrouver, j'en suis certain. Mais ça peut prendre du temps. Vous vous êtes disputés tous les deux ou quoi? Oui. Non. Enfin, en quelque sorte, mais il ne s'agissait pas vraiment d'une dispute. C'était très curieux. Je vois. Mais il ne voyait rien du tout. Laurie m'a dit que tu étais venu seul ici la nuit dernière. Oui, j'avais besoin de réfléchir. Très bien. Mettons que Laia se soit réveillée et qu'elle ait ressenti le besoin de réfléchir, elle aussi. Toi, tu es venu ici. Elle a pris l'aéro. Peut-être veut-elle simplement passer la journée à déambuler dans la ville d'Eshkeen. Elle a bien fait quelque chose du même genre hier, non? Si. Eh bien, elle aura fait pareil aujourd'hui. Aucun problème. Elle sera probablement rentrée bien avant l'heure du dîner, a-t-il ajouté, tout sourire. Mais pourquoi est-elle partie sans rien me dire? Sans laisser le moindre message? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que ça en avait. Je me suis effondré dans le fauteuil, la tête entre les mains, le visage fermé. J'étais en sueur. J'avais soudain très peur, sans trop savoir de quoi. Je n'aurais jamais dû la laisser seule, me disais-je. Pendant que je me trouvais là-haut avec Laurie, Laiana s'était réveillée seule dans une chambre enténébrée. Et quoi? Et elle était partie. Mais pour l'instant, a fait Valcarenghi, nous avons du boulot. J'ai tout organisé pour l'expédition dans les cavernes. J'ai levé sur lui des yeux incrédules. Les cavernes? Mais je ne peux pas y aller. Pas maintenant. Pas sans elle. Il a poussé un soupir d'exaspération grandiloquent. Allons, Rob, ce n'est pas la fin du monde. Il n'arrivera rien à Laia. Elle me semble être une personne parfaitement raisonnable, tout à fait capable de se débrouiller seule. Pas vrai? J'ai hoché la tête. En attendant, on va aller voir les cavernes. Je veux toujours mettre un terme à cette histoire.
Sans Laïa, ça ne servira à rien, ai-je protesté. J'ai beaucoup moins de talent qu'elle. Moi, je ne perçois que les émotions. Je ne peux pas creuser aussi profondément qu'elle. Ne compte pas sur moi pour résoudre seul ton problème. Valkarengi a haussé les épaules. Peut-être, mais l'expédition est prête et nous n'avons rien à perdre. On pourra toujours y retourner quand Laïa sera revenue. Et ça va te faire du bien. Ça te changera les idées. Tu ne peux rien pour Laïa dans l'immédiat. J'ai envoyé tous les hommes disponibles à sa recherche. S'ils ne la trouvent pas, ce n'est pas toi qui y parviendras. Ça ne sert donc à rien de rester là à ressasser. Il faut que tu fasses quelque chose pour t'occuper. Il a commencé à se diriger vers le tube. Viens, une aéromobile nous attend. Nels nous accompagne. Je me suis levé à contre-cœur. Je n'étais pas d'humeur à me pencher sur les problèmes d'Eshkeen. Mais les arguments de Valkarengi avaient porté. Sans compter qu'il nous avait engagés, Laïana et moi. Nous avions toujours des obligations envers lui. De toute façon, me suis-je dit, ça ne coûtait rien d'essayer. Valkarengi s'est installé à côté du chauffeur dans l'aéromobile. Un sergent de police baraqué avec un visage taillé dans le granit. Il avait choisi une voiture officielle, cette fois, pour nous permettre de suivre les rapports des hommes envoyés à la recherche de Laïa. Moi, je partageais le siège arrière avec Gourlet, qui avait étalé une carte sur nos genoux tout en me parlant des cavernes de l'Union finale. En théorie, les cavernes constitueraient l'habitat d'origine du Grishka. C'est probablement vrai, ça paraît logique en tout cas. Vous verrez, les Grishka y sont bien plus gros. Les cavernes s'étendent sous toute la surface des collines, loin de cette partie de la ville, dans un paysage plus sauvage. Elles forment un véritable réseau souterrain. Et il y a un Grishka dans chacune d'entre elles, d'après ce qu'on dit. Toutes celles que j'ai visitées en avaient un en tout cas, ce qui m'incite à le croire. La cité sainte, eh bien, si vous voulez mon avis, on l'a construite en raison même de la proximité des grottes. Les Shkéen viennent ici de tous les coins du continent, vous savez, pour l'union finale. Tenez, voilà la région des cavernes. Il a sorti un stylo pour tracer un grand cercle rouge presque au centre de la carte. Ça ne m'évoquait rien. Et la carte me déprimait. Je ne m'étais pas rendu compte de l'immensité de la cité Shkéen. Comment diable pourrait-on y retrouver quelqu'un qui ne voulait pas être retrouvé? Valkarengi a tourné la tête vers nous. La caverne où nous allons est relativement grande. L'union finale ne donne lieu à aucune cérémonie, tu sais. Tout ce qu'ils font, c'est choisir une caverne, y pénétrer et se coucher sur le Grishka. Ils prennent l'entrée qui leur convient le mieux. Certaines ne sont pas plus grandes qu'une bouche d'égout, mais en théorie, si on va assez loin, on finit par tomber sur un Grishka accroupi, palpitant dans le noir. Les grandes grottes sont éclairées par des torches, comme le grand hall, mais c'est juste pour la décoration. Ça ne joue absolument aucun rôle dans l'union. Et on va aller dans une de celles-là, je suppose. Tout juste, a acquiescé Valkarengi. Je me suis dit que ça t'intéresserait de voir à quoi ressemble un Grishka adulte. Pas très joli, mais instructif. En tout cas, ça nécessite de la lumière. Gourlet a repris son exposé, mais je ne l'écoutais plus. Je pensais en savoir bien assez sur les Shkéen et le Grishka. Et je m'inquiétais toujours pour Laïa. Son discours a néanmoins fini par se tarir, et nous avons parcouru le reste du chemin en silence. Nous n'étions jamais allés si loin, Laïa et moi. La tour elle-même, notre brillant repère d'acier, avait disparu dans les collines derrière nous. Le terrain est devenu plus accidenté, plus rocailleux. La végétation plus touffue. Les collines plus hautes et plus sauvages. Mais il y avait toujours des dômes. Et des Shkéen partout. Laïa pouvait fort bien se trouver là, quelque part, me disais-je. Perdue dans cette foule grouillante. À quoi pensait-elle ? Nous sommes enfin arrivés dans une vallée boisée entre deux collines massives parsemées de rochers. Même ici, il y avait des Shkéen.
Des dômes rouges briques s'élevaient au-dessus des broussailles parmi les arbres rabougris. Je n'ai eu aucun mal à repérer la caverne. Elle perçait l'un des versants, ouverture béante au beau milieu de la falaise. Une route poussiéreuse y montait en lacets. Nous nous sommes engagés sur la route après nous être posés dans la vallée. Gourlet avançait à grands pas, d'une démarche maladroite, tandis que Valcaringui se mouvait avec une grâce aérienne, sans avoir l'air de fatigué. Le policier, quant à lui, marchait d'un pas lourd et régulier. Moi, je traînais derrière, les suivant tant bien que mal. J'étais presque à bout de souffle en arrivant à l'entrée de la grotte. Je m'attendais à voir des fresques, un autel ou peut-être un temple naturel. Rien de tout cela. C'était une caverne tout à fait ordinaire, avec des murs de pierre suintants, un plafond bas, un air froid et humide. Il y faisait plus frais que dans le reste de Shkea, avec moins de poussière. Mais c'était la seule différence. Au fond s'ouvrait un long passage sinueux creusé dans la roche, assez large pour nous permettre de marcher à 4 de front, mais si bas que Gourlet était obligé de se courber. Des torches étaient fichées à intervalles réguliers le long des murs, mais il n'y en avait qu'une sur 4 d'allumée. Elle produisait une fumée épaisse qui semblait glisser le long du plafond pour partir dans les profondeurs qui s'ouvraient devant nous. Je me suis demandé d'où venait l'appel d'air. Au bout d'une dizaine de minutes de descente en pente légère, nous avons débouché dans une salle brillamment éclairée, au plafond de pierre voûté noirci par la fumée. Dans la salle se tenait le Grishka. Il ressemblait à un monticule d'un brun rouge, terne, de la couleur du sang séché, pâle incarnat presque transparent des petites créatures qui s'attachaient au crâne des adhérents. Il y avait çà et là sur son corps immense des taches noires comme des brûlures ou des taches de suie. C'est à peine si j'apercevais l'autre bout de la caverne. L'énorme Grishka nous bouchait la vue, nous dominait de toute sa hauteur, ne laissant qu'un mince interstice entre lui et le plafond. On eût dit une immense colline de gelée dont les flancs tombaient en pente abrupte. Il occupait la moitié de la salle, pour s'arrêter à 7 bons mètres de nous. Une forêt de lianes rouges nous en séparait, des lianes qui pendaient en ondulant comme un vivant réseau de petits Grishkas. Elles nous touchaient presque le visage. Et le tout battait, comme un seul et même organisme, jusqu'aux lianes qui palpitaient à la même cadence, qui se dilataient et se contractaient, qui se balançaient en un tempo silencieux, au rythme du grand Grishka derrière elles. J'avais l'estomac retourné, ce qui n'était pas le cas de mes compagnons, apparemment. Le spectacle n'avait rien de nouveau pour eux. « Venez !» Valcaringui a allumé la lampe de poche qu'il avait emportée. Il savait que la lumière des torches ne suffirait pas. Son rayon jouait sur le réseau palpitant, nous donnant l'impression qu'on se trouvait dans quelque étrange forêt hantée. Valcaringui s'y est enfoncé d'un pas léger, en écartant les Grishkas du bras. Gourlet l'a suivi. Quant à moi, j'ai eu un mouvement de recul. Valcaringui s'est retourné, tout sourire. « Ne t'inquiète pas, les Grishkas mettent des heures à s'attacher, et les enlever ne présente pas la moindre difficulté. Ils ne t'attraperont pas, même si tu te cognes dedans. » Rassemblant mon courage, j'ai tendu la main pour toucher l'une des vivantes lianes. Elle était molle, humide et un peu visqueuse, rien de plus. Après l'avoir cassée, sans la moindre peine, j'ai commencé à m'introduire dans le réseau, les bras en avant, repoussant les lianes pour me frayer un passage. Le policier me suivait sans mot dire. Nous nous sommes retrouvés de l'autre côté du réseau de lianes, au pied du grand Grishka. Valcaringui l'a étudié un instant. « Regarde, » m'a-t-il dit. « L'union finale. » J'ai regardé. Sa lampe était braquée sur l'un des points sombres qui se détachaient sur la masse rougeâtre. Je me suis concentré dessus. Il y avait une tête en plein centre de la tache. Le visage seul était visible, bien que recouvert d'une mince pellicule rougeâtre. Mais les traits étaient nets. C'était un vieux Shkéen tout ridé, avec de grands yeux à présent clos. Mais il souriait. Il souriait. Je me suis davantage approché. Un peu plus bas, à droite, quelques doigts sortaient de la masse. C'était tout.
La plus grande partie du corps avait disparu, englouti dans le Grishka, dissous ou en train de se dissoudre. Le vieux Shkeen était mort, et le parasite digérait son corps. Chacune de ces taches sombres marque une union récente, disait Valkaringi, en les éclairant l'une après l'autre. Elles disparaissent au bout d'un moment, bien sûr. Le Grishka ne cesse de croître. D'ici 100 ans, il remplira toute la salle et commencera à s'étendre dans le passage. Un mouvement derrière nous. Je me suis retourné. Quelqu'un passait entre les lanières pendantes. Elle s'est approchée de nous, le sourire aux lèvres. C'était une vieille Shkéenne, nue. Sa poitrine pendait jusqu'à sa taille. Une adhérente, bien sûr. Son Grishka, qui lui couvrait la majeure partie du crâne, tombait plus bas que ses seins. L'exposition au soleil l'avait laissé d'un rouge vif transparent. Il lui avait visiblement rongé toute la peau du dos. « Une candidate à l'union finale », a dit Gourlet. « C'est une caverne très courue », a ironisé Valkaringi, à voix basse. La femme ne nous a pas adressé la parole. Nous-mêmes ne lui avons pas davantage parlé. Elle nous a dépassés, toujours souriante, et est allée s'allonger sur le Grishka. Le petit Grishka qu'elle avait sur le dos semblait se dissoudre au contact de la grande créature de la caverne, se fondre littéralement en elle. Jusqu'à ce que la Shkéenne et le grand Grishka ne fassent plus qu'un. Voilà, c'en était fini. Elle a simplement fermé les yeux, restant là, paisiblement. On aurait presque pu croire qu'elle dormait. « Qu'est-ce qui se passe là ?» me suis-je enquis. « C'est l'union », m'a répondu Valkaringi. Les changements ne deviennent discernables qu'au bout d'une bonne heure, mais le Grishka se referme déjà sur elle en ce moment même. Il l'engloutit, d'après ce qu'on m'a dit. Il réagit à la chaleur de son corps. Demain, elle sera totalement enfouie dans sa masse. Dans 2 jours, il l'aura absorbée. Le faisceau de lumière s'est concentré sur le visage à moitié dissous au-dessus de nous. « Vous pouvez peut-être la sonder ?» m'a suggéré Gourlet. « Ça pourrait nous apprendre quelque chose. » D'accord. J'étais dégoûté, mais ma curiosité l'a emporté. J'ai ouvert mes barrières. Mais la tempête mentale s'est abattue sur moi. À vrai dire, tempête n'est pas le mot juste. C'était immense, intense et terrifiant, brûlant, aveuglant et étouffant. Mais c'était aussi paisible et doux, d'une douceur plus violente que la haine des hommes. J'entendais de doux hurlements et des chants de sirènes qui m'appelaient, qui me captivaient. Des vagues de passion écarlate déferlaient sur moi et m'attiraient au cœur du maelstrom. Le chant m'emplissait et me vidait tout à la fois. Et au loin, j'entendais les clochettes qui tintaient en un dur chant de bronze. Un chant d'amour, de reddition et de fusion, d'adhésion et d'union. Un chant qui annihilait à jamais toute solitude. Une tempête mentale, oui, c'était ça. Mais ça ressemblait à une tempête comme une supernova ressemble à un ouragan, et sa violence était celle de l'amour. Elle m'aimait, cette tempête. Elle me voulait. Ses clochettes m'appelaient et chantaient son amour. Je me suis tendu vers elle. Je les ai touchées. Je voulais me trouver avec elle, établir le contact, ne plus jamais être seul. Et, de nouveau, je me suis soudain retrouvé sur la crête d'une immense vague. Une vague de feu qui déferlait sans cesse sur les étoiles. Et, cette fois, je savais que jamais elle ne se briserait. Que cette fois, je ne me retrouverais pas seul, ensuite sur ma plaine enténébrée. Laïa. Et soudain, j'ai commencé à lutter, à résister, à me battre contre cet océan d'amour qui voulait m'engloutir. À m'enfuir, m'enfuir, m'enfuir. J'ai fermé ma barrière mentale, poussé à fond le loquet et laissé la tempête hurler contre la porte, que je tenais de toutes mes forces. Mais la porte a commencé à céder, à craquer. Je me suis mise à hurler. La porte s'est effondrée, laissant de grandes rafales m'agripper, m'entraîner dans le tourbillon de la tempête. Les froides étoiles m'attendaient, mais elles n'étaient plus froides, et je m'étendais de plus en plus, jusqu'à être les étoiles. J'étais elles, elles étaient moi. J'étais l'union. Et pendant un bref et unique instant noyé de lumière, je suis devenu l'univers.
Et puis le néant. Merci grandement, cher abonné ou découvreur, d'avoir écouté ma lecture. J'espère qu'elle t'aura procuré plus de plaisir que je n'ai eu à la faire, car je suis quelqu'un d'un altruisme remarquable. Tellement que je suis altruiste, que je t'ai aussi pondu une version podcast qui est disponible sur plein de plateformes différentes que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Une gentillesse pareille, dans une société où l'égoïsme est roi, ne mérite-t-elle pas un petit plus-soiement ainsi qu'une souscription d'abonnement ainsi que tu cliques sur cette petite cloche? Étant aussi tout à fait objectif, je peux te garantir que oui. La suite arrivera la semaine prochaine, pour le final de cette nouvelle, notre bon vieux George W.R. Martin. En attendant, nous nous retrouvons vendredi pour la lecture d'un poème d'un auteur auquel vous ne vous attendez aucunement. Je m'en vais donc faire profiter d'autres gens de mon altruisme et vous dis « Do svidania », comme c'est d'usage dans l'Est. Nous avons retrouvé l'aéromobile au milieu de Shkeaville, disait Valkaringi. On reprend.